Bonjour à toutes et tous. Donc cette capsule vidéo est consacrée au cours du jeudi 26 mars, cours du second jeudi 26 mars. Donc dans ce cours, nous allons corriger les deux activités que vous aviez à traiter pour aujourd'hui et nous démarrons le chapitre 7 qui va nous permettre d'introduire la notion de quantité de matière qui est une notion très importante en chimie. Alors, donc première activité, le basilic et ses milliards d'entités. Donc la matière est constituée d'entités chimiques invisibles à l'œil nu, mais bien réelles à l'échelle microscopique, composées d'atomes, d'ions ou de molécules. Donc vous aviez une représentation ici du basilic, sa composition pour 100 grammes, avec entre autres l'acide oléique qui était représenté ici avec ses modèles moléculaires, en noir le carbone, en blanc l'hydrogène, en rouge l'oxygène. On vous expliquait que pour avoir la masse d'une entité polyatomique, c'est-à-dire une entité qui est constituée par plusieurs atomes, on faisait la somme des masses des différents atomes constituant la molécule. Là, par exemple, C2H6O signifie qu'on a 2 carbones, 6 hydrogènes et un oxygène. Donc on va faire 2 fois la masse du carbone, plus 6 fois la masse de l'hydrogène, plus 1 fois la masse de l'oxygène, puisqu'on avait 2 carbones, 6 hydrogènes et un oxygène. La masse de quelques entités chimiques était fournie, hydrogène, carbone, oxygène, ion calcium. Et donc on passe maintenant aux questions. Alors première question, je vous demandais de classer les 4 constituants du basilic cités selon la nature des entités qui les constituent. Donc il fallait dire si on avait affaire à des atomes, des ions ou des molécules. L'eau, H2O, c'est une molécule. L'ion calcium, eh bien, c'est un ion. L'acide oléique, la vitamine A, ce sont aussi des molécules. Vous avez les formules brutes qui étaient fournies. Euh, Question 2. Qu'indiquent les nombres en indice dans la formule de l'acide oléique? Donc les nombres en indice, on les voit ici. C18H34O2. Eh bien ça signifie tout simplement qu'on a dans cette molécule d'acide oléique 18 atomes de carbone, 34 atomes d'hydrogène et 2 atomes d'oxygène. C'est la somme de tous ces atomes qui fait la molécule d'acide oléique. Vous pouviez le vérifier en comptant ici les boules noires, vous en auriez eu 18, les boules blanches 34 et les boules rouges 2, puisque noir carbone, blanc hydrogène et rouge oxygène. Question 3. Calculer la masse d'une seule entité pour chacune des espèces chimiques du basilic. Donc il fallait calculer la masse d'une molécule d'eau, la masse d'un ion calcium, la masse d'une molécule d'acide oléique et la masse d'une molécule de vitamine A. Eh bien, on va commencer par le plus facile, la masse de l'ion calcium, elle était donnée directement ici, masse de l'ion calcium Ca2+, 6,66 10-26 kg, donc là il n'y a pas de calcul à faire. Deuxième, molécule deuxième espèce dont on pouvait déterminer la masse, deuxième entité plutôt dont on pouvait déterminer la masse, l'eau. Alors on voit que l'eau, la molécule d'eau est constituée par deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène, puisque sa formule brute c'est H2O. Pour avoir la masse de la molécule d'eau, on va faire deux fois la masse de l'atome d'hydrogène, donc 2 fois 1,67 10-27 kg, plus une fois la masse d'un atome d'eau, donc plus une fois 2,66 10-26 kg. Et quand on fait ce calcul, quand on fait deux fois la masse de l'hydrogène plus une fois la masse de l'oxygène, on trouve 2,99 10-26 kg. Pour avoir la masse de l'acide oléique, eh bien, comme la formule brute de l'acide oléique c'est C18H34O2, on fera 18 fois la masse d'un atome de carbone, plus 34 fois la masse d'un atome d'hydrogène, plus 2 fois la masse d'un atome d'oxygène. Les masses de tous ces atomes étaient fournies ici. Donc le résultat c'est 4,68 10-25 kg. Donc comme d'habitude, ce document il est sur le NT en PDF. Et pour la masse de la vitamine A, eh bien, la formule brute c'est 20H30O. Nous avons donc 20 atomes de carbone, 30 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. La masse de cette molécule, ce sera donc 20 fois la masse d'un atome de carbone, plus 30 fois la masse d'un atome d'hydrogène, plus une fois la masse d'un atome d'oxygène. Les masses des atomes sont fournies ici. Le résultat, 4,75 10-25 kg. Alors ensuite, on vous demandait d'estimer le nombre de chacune de ces entités dans 100 grammes de basilic. Alors là, il fallait raisonner un peu en proportionnalité. Donc vous connaissez la masse d'une molécule d'eau. On a trouvé que la masse d'une molécule d'eau, c'était 2,99 10-26 kg.
on a la masse d'eau dans 100 grammes de basilic, 90,8 grammes. Donc en fait, il suffit de prendre la masse de toutes les molécules d'eau qu'on a dans cet échantillon, c'est-à-dire 90,8 grammes, et diviser par la masse d'une seule molécule, et donc on a ainsi le nombre de molécules qui apparaissent. Donc vous pouvez le faire en posant un produit en croix. Une molécule d'eau a une masse de 2,99 10-26 kg. N molécules d'eau ont une masse de 90,8 grammes, soit 90,8 10-3 kg. On met tout dans la même unité pour ne pas avoir de problème après quand on va faire le calcul. Et donc vous posez votre produit en croix et puis vous le résolvez. Ou alors, vous dites juste que la masse de toutes les molécules d'eau, c'est 90,8 10-3 kg. La masse d'une molécule d'eau, c'est 2,99 10-26 kg. Et bien, pour avoir le nombre de molécules d'eau, on prend la masse de toutes les molécules d'eau, on divise par la masse d'une seule molécule d'eau, on a le nombre de molécules d'eau. On fait la même chose pour l'acide oléique, on fait la même chose pour la vitamine A. J'insiste, faites attention, mettez tout en kilogrammes, ce sera bien plus facile. Enfin, c'est pas que ce sera bien plus facile, c'est impératif que de toute façon la masse de l'échantillon complet, c'est-à-dire la masse de toutes les molécules d'eau et la masse d'une molécule d'eau doivent être dans la même unité. Bon, le calcul est faux. Donc faites attention à bien convertir le tout en kilogrammes, puisque vous avez déterminé la masse des molécules en kilogrammes. Et donc vous trouvez ici 3,04 10 puissance 24 molécules d'eau pour l'eau, 4,10 10 puissance 21 ion calcium, 1,92 10 puissance 20 molécules d'acide oléique et 1,10 10 puissance 18 molécules de vitamine A. Faites bien attention quand vous posez votre calcul, si vous trouvez une puissance de 10 négative, 10-23, 10-20, enfin voilà, une puissance de 10 négative, ça veut dire que 10-3 par exemple, 1 10-3 c'est 0,001, c'est un 1 qui est précédé par 3 zéros. On ne peut pas avoir un nombre de molécules qui soit plus petit que 1. On a forcément un nombre de molécules qui va être colossal, un très grand nombre de molécules dans 90 grammes. Les molécules, c'est tout petit, donc dans 90 grammes d'eau, on a énormément de molécules. Si vous trouvez une puissance de 10 négative, c'est que vous vous êtes trompé dans votre calcul, reprenez-le. Vous avez forcément un nombre qui va être très grand. Donc une puissance de 10 positive, obligatoirement. Donc là, juste pour se donner une idée, 3 10 puissance 24 molécules d'eau, ça nous fait 3 millions de milliards de molécules d'eau. C'est colossal, hein. 3 millions de milliards de molécules d'eau. Donc là, le nombre, il est crédible, puisqu'on a un nombre qui est très très grand. Donc les résultats ici, donc pour les autres espèces présentes dans le basilic. Et donc pourquoi a-t-on du mal à donner du sens à de tels résultats? Les calculs ont-ils été faciles à effectuer? Non, les calculs sont plutôt longs. Les risques d'erreur avec la calculatrice sont grands, avec la manipulation des puissances de 10. Et on se retrouve avec des résultats qui sont colossaux. 3 millions de milliards, on n'a aucune idée de à quoi ça peut correspondre. C'est beaucoup trop grand pour notre esprit à nous, c'est pas des nombres qu'on manipule facilement. Et donc c'est pourquoi les chimistes ont introduit une grandeur qui s'appelle la mole, qui permet de compter par paquet. Et ce paquet, on appellera ça une mole. C'est ce qu'on va voir dans l'activité 3, qu'on va corriger tout de suite. Donc activité 3, quantité de matière et nombre d'Avogadro. Donc on vous disait que l'étude de systèmes physico-chimiques nécessite de connaître le nombre d'atomes, d'ions ou de molécules du système. Et donc là, on a vu que dès qu'on avait une grandeur qui était à notre échelle, quelques grammes d'eau, quelques grammes de carbone, de calcium, tout ça, ça nous donnait des nombres d'atomes qui étaient colossaux. Donc on va voir comment on va faire pour compter ce nombre d'atomes sans avoir des nombres avec des puissances de 10 très très grandes. Donc on vous présente deux petites illustrations avec des exemples de solides, combien on a d'eux dans le magasin. Et puis on vous dit que les chimistes manipulent des quantités d'entités chimiques avec des nombres qui sont très très grands, considérables. Donc dans une eau, on a 1000 milliards de molécules dans une goutte d'eau. Donc on vous dit que pour manipuler de telles valeurs, les chimistes ont créé des boîtes dont on appelle des moles. Chacune de ces moles contient un nombre bien déterminé d'entités chimiques identiques, qu'on note Na égale 6,022 10 puissance 23 mol moins 1, et on l'appelle la constante d'Avogadro, ou le nombre d'Avogadro, en hommage à un chimiste italien qui avait commencé à réfléchir à ces problèmes d'atomes
présent dans un volume de gaz. Donc là, première question, on vous dit donc la volonté de simplification pour comptabiliser un nombre important d'objets est-elle le propre du chimiste? Donnez un exemple. Bah non, quand vous allez dans une papeterie pour acheter du papier imprimante, eh bien vous n'allez pas acheter, si par exemple on vous demande d'acheter 10 000 feuilles de papier pour imprimante, eh bien vous n'allez pas acheter à l'unité les 10 000 feuilles, les feuilles sont vendues par rame, des rames de 500 feuilles, et bien donc là dans 10 000 feuilles, combien on a de rames? Ben, on va faire le nombre total de feuilles, donc 10 000, on va diviser par le nombre de feuilles qu'on a dans une rame, 500, et le résultat ça nous fait 20 rames. On va acheter les feuilles par rame, on va acheter 20 rames pour 10 000 feuilles. Donc il n'y a pas que les chimistes qui rangent dans des boîtes d'objets identiques comme ça, donc en papeterie on le fait aussi dans les bourriches d'huîtres, on pourrait se prendre ça comme exemple, les boîtes d'œufs, voilà. On considère des échantillons de 100 g de fer, 100 g de 100 g de sucre, calculer le nombre d'entités chimiques pour chacun d'entre eux. On fait exactement dans l'activité précédente. Ici, on a pris la masse totale de l'échantillon divisée par la masse d'une molécule d'eau pour trouver le nombre de molécules d'eau. Pour le nombre de molécules de fer, on a la même chose. On a 100 g de fer, on va diviser par la masse d'un atome de fer, et on aura le nombre de molécules de fer. Pour le sel, on a 100 g de sel, on divise par la masse d'une molécule de sel, et on aura le nombre de molécules de sel. Pour le sucre, on a 100 g de sucre, on va diviser par la masse d'une molécule de sucre, le saccharose, et on aura le nombre de molécules de saccharose. Alors attention ici, hein, comme tout à l'heure, les masses en kilogrammes. Donc comme les masses des molécules et des atomes sont fournies en kilogrammes, vous convertissez 100 grammes en kilogrammes, ça nous fait 0,100 kg ou 110-3 kg. Et vous faites le calcul, donc 0,100 fois 933 10-26, là encore un nombre très grand, une puissance de 10 positive. Et la même chose pour NaCl et pour le saccharose. Alors question 3, en déduire la quantité de matière en mol correspondante. Donc on vous dit que la quantité de matière, on la note N. Donc la quantité de matière, c'est le nombre de moles. On vous dit qu'une mole, dans une mole, on a 6,02 10 puissance 23 entités identiques. Donc, en fait, il faut compter combien de fois on a 6,02 10 puissance 23 entités identiques dans le nombre d'entités qu'on a eu. Là, dans 1,07 10 puissance 24, on a un peu plus que 6,02 10 puissance 23. Mais alors, pour trouver exactement, on va raisonner comme tout à l'heure par proportionnalité. Donc on sait qu'une mole c'est 6,02 10 puissance 23, donc n mol, le nombre de moles, ce qu'on cherche, ça dépendra, ça va nous donner le grand N entité. Donc ici, pour avoir le nombre de moles, eh bien on va faire grand N fois 1 divisé par 6,02 10 puissance 23. C'est-à-dire qu'on prend le nombre total d'entités et on va diviser par le nombre d'entités qu'on a dans une mole. Donc ici, quand on fait le nombre total d'entités et qu'on divise par le nombre d'entités qu'on a dans une mole, on trouve 1,78. Pour le sel, pareil, 1,03 10 puissance 20 par 6,02 10 puissance 23, ça nous fera 1,71 mol. Et pour le sucre, 1,76 10 puissance 23. Alors là, on voit qu'on a moins qu'une mole, hein, parce qu'une mole, je rappelle, c'est 6,02 10 puissance 23 entités identiques. Là, on a 1,76 10 puissance 23 entités identiques. Donc on va avoir un peu moins qu'une mole. Et donc quand on fait le calcul, 1,76 10 puissance 23 divisé par 6,02 10 puissance 23, on trouve 0,29 mol. Alors, question suivante. Donc établir l'expression littérale de la quantité de matière N en mol en fonction du nombre d'entités grand N de cet élément et du nombre Na, le nombre d'Avogadro ou constante d'Avogadro, bah en fait on a déjà fait ça, on l'a déjà fait à la question 3, c'est-à-dire que pour la question 3, petit n, le nombre de moles, ce qu'on cherchait, on prenait le nombre d'entités, grand N, et on divisait par la constante d'Avogadro, Na. Donc la formule, bah, c'est petit n égale grand N sur Na. On vous demande à la question 5 si l'analyse des unités permet de vérifier que la relation est homogène. Donc à gauche, on a des moles. À droite, on doit aussi avoir des moles. Grand N, c'est un nombre d'entités, ça n'a pas d'unité, c'est un nombre. C'est un nombre d'atomes, d'ions ou de molécules. Et Na, c'est en mol moins 1. Donc on a quelque chose sans unité divisé par des mols moins 1. Eh bien, donc quelque chose sans unité divisé par des mols moins 1, ça nous fait des mols.
Donc à droite on a des moles, à gauche on a des moles. La relation elle est homogène, donc la relation est juste. Et question 6, en déduire l'expression de la masse grand M d'une mole de cet élément en fonction de la masse petit n d'une entité de cet élément. Donc là, on va raisonner de la même manière. On sait que grand M, c'est la masse d'une mole. Donc comme on savait que 6,02 10 puissance 23, c'était le nombre d'entités qu'on avait dans une mole. Donc grand M, c'est la masse pour une mole. Petit m, c'est la masse pour notre quantité de matière à nous, qu'on cherche, petit n. Hein, comme grand N, c'était le nombre d'entités qu'on avait pour la quantité qu'on cherchait. Et on avait trouvé que la quantité de matière, c'était grand N sur 6,02 10 puissance 23. C'est-à-dire grand N sur la constante d'Avogadro Na. Petit n égale grand N sur Na. Et bien là, de même, la quantité de matière N va être égale à petit m sur grand M. Alors, cette question 6, elle est hors programme. Pour celles et ceux qui continueront en spécialité physique-chimie, eh bien, on parlera de cette masse grand M qu'on appelle la masse molaire. Mais donc, dans le cours, vous ne verrez pas apparaître cette formule, parce que donc je l'ai gardée dans l'activité parce qu'elle y était, mais ça n'est pas au programme de cette année. Cette formule-là, par contre, grand N sur Na est liée, c'est-à-dire que pour trouver le nombre de moles, pour trouver la quantité de matière, on va prendre le nombre total d'entités et on va diviser par le nombre d'entités qu'on a dans une mole. Et dernière question, en quoi la quantité de matière exprimée en mol s'avère être une notion utile pour le chimiste? Eh bien, en fait, compter en mol, c'est compter par paquet d'entités identiques. Et on se retrouve avec des nombres qui sont plus petits, plus faciles à manipuler. 1,78, 1,71, 0,29, tout ça, c'est des nombres qui ne sont pas colossaux comme 1,76 10 puissance 23 ou 1,07 10 puissance 24. C'est des nombres qui sont beaucoup plus faciles à manipuler. Et c'est pour ça que les chimistes ne comptent pas les atomes ou les molécules à l'unité, ils les comptent par paquet d'entités identiques qu'on appelle la mole. Et donc c'est pour se simplifier la tâche, pour que ce soit plus facile et pour éviter de se tromper, qu'ils ont introduit cette grandeur. Alors voilà pour les activités que vous aviez à faire pour aujourd'hui. Alors on termine par un petit point de cours qui va reprendre l'activité 1. On reprendra l'activité 3 la semaine prochaine. Donc, on démarre un nouveau chapitre. Donc là, cette partie de cours, hein, vous l'avez sur le polyélève, mais vous la recopiez. Donc, vous recopiez chapitre 7, quantité de matière. Vous notez également les compétences exigibles. Hein. Normalement, moi, je vous donne ça sur un poly élève que vous collez dans votre cours. Mais là, voilà, on a plus de mal à se voir. Donc, vous notez compétences exigibles. Vous voyez qu'il n'y en a que 2 hein, pour ce chapitre. Il va être assez court, comparé par exemple au chapitre 6 qui était très long. Et donc de la masse au nombre d'entités chimiques, donc la masse d'un atome ou de l'ion monoatomique correspondant est pratiquement égale à celle de leur noyau. Masse de l'atome égale masse de l'ion égale A fois masse du nucléon. Alors, vous allez me dire ça, on n'en a pas parlé dans l'activité 1, c'est vrai, mais en fait c'était l'objet, enfin on a déjà vu cette relation-là dans le chapitre 1, souvenez-vous, quand on parlait constitution des atomes. Pour déterminer la masse d'un atome, on disait que c'était le nombre de nucléons, A, vous vous rappelez, hein, A c'est le nombre de nucléons, qu'on appelle aussi nombre de masse, fois la masse d'un nucléon. Qu'est-ce qui nous permettait de dire ça? Eh bien, il y avait deux choses. La première, c'est que la masse de l'électron est négligeable devant la masse du proton ou du neutron, qui se trouve dans le noyau, 2000 fois plus petite, hein, la masse de l'électron à peu près. Et la masse du proton et du neutron, les masses du proton et du neutron, elles sont à peu près égales. 67, 10-27 kg, donc très peu de variation entre masse du proton et masse du neutron, donc on appelle masse du nucléon. Donc ça, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé dans l'activité 1, mais bon, bah ça c'est un rappel du chapitre 1. Alors la masse d'une molécule, ça on l'a vu dans l'activité 1, est égale à la somme des masses des atomes qui la constituent. Vous avez un exemple ici avec le dioxyde de carbone. On a la formule brute, CO2. On voit qu'on a un carbone, 2 oxygènes, donc la masse de CO2, ce sera masse du carbone plus 2 fois la masse de l'oxygène. Les masses des atomes ne sont pas à connaître, elles vous seront fournies. Donc là, ici, le résultat est en kilogrammes. Pour le nombre d'entités chimiques, une espèce chimique est formée d'un nombre considérable d'entités chimiques identiques. Connaissant la masse M d'un échantillon d'une espèce et celle M entité de l'entité, on détermine par proportionnalité le nombre grand N d'entités. C'est ce qu'on a fait dans l'activité 1 et dans l'activité 3. On prend la masse de l'échantillon total, donc la masse de toutes les espèces, enfin de toutes les entités. Donc par exemple la masse de 100 g de fer divisée par la masse d'un atome de fer, ou la masse de 100 g de sel divisée par la masse d'une molécule de NaCl.
ou la masse de 100 grammes de saccharose divisé par la masse d'une molécule de saccharose. Attention, les deux masses doivent s'exprimer dans la même unité, donc le kilogramme est à privilégier, même si c'est pas obligatoire, mais en tout cas, ce qui est obligatoire, c'est que les deux masses doivent être dans la même unité, ça c'est impératif. Et donc vous avez, les exemples aussi sont à noter, donc les exemples, vous les notez ici sous le petit 1 et sous le petit 2. Donc nombre grand N de molécules de dioxyde de carbone contenues dans un échantillon de 10 kg, par exemple une bouteille de 10 kg de dioxyde de carbone. Donc le nombre d'entités, c'est la masse de l'échantillon total divisé par la masse d'une molécule de CO2, 10 kg sur 7,35 10 puissance moins 26 kg. On se retrouve avec un nombre de molécules de dioxyde de carbone qui est très très grand. Donc là, ça nous fait 140 millions de milliards de molécules de dioxyde de carbone, c'est colossal. Et donc si vous avez une puissance de 10 négative, c'est que vous êtes trompé en posant votre calcul. Bon, ça, vous ne le renotez pas, cette toute dernière partie, c'est un récapitulatif. Vous pouvez, voilà, éventuellement, si vous souhaitez le découper, le coller dans votre cours, ou voilà, vous le lisez juste, vous savez que vous l'avez à disposition. Mais voilà. Donc ce qu'il faut noter, c'est du C de chapitre 7 jusqu'à la fin de l'exemple ici. Donc chapitre 7, les compétences exigibles, grand 1, petit 1, l'exemple, petit 2, on note le cours, et l'exemple. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve lundi prochain. Bonne journée, bon travail et bonne semaine. Au revoir.